Bonjour à toutes et à tous. Pour les premiers présents, bonjour, je me présente Caro Grégoire. On va attendre allez, encore 3 petites minutes avant de démarrer ce webinaire. Attendre que les participants arrivent tout doucement et on démarrera ce webinaire sur l'arrêt par emballage. Caruc, tu m'entends? Oui, Nicolas, je t'entends. Ah, ok, voilà. Ok. On se donne encore deux petites minutes. Et, Oui, et ok. Et puis après, on introduit le sujet, alors. Ok, super. À tout de suite. à tout de suite. Bonjour à tous, on va commencer à 9h05, comme ça. On se donne encore une minute et puis on y va, hein, Caruc. Parfait. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, écoute, comme on a une heure, hein, Alors, on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, au travers de l'UDEMEDEF et de la Commission Biodiversité et Développement Durable, nous avons souhaité vous informer, et on insiste sur ce point, vous informer ou plutôt vous préinformer sur le sujet de la REP Emballage Pro qui sera lancé au 1er juillet 2026. Aujourd'hui, notre objectif, c'est on va vraiment porter un focus sur la partie dite réglementaire. Par la suite,
avec les avancées qu'il y aura avec ces trois éco-organismes, on travaillera sur la partie plus opérationnelle qui fera l'objet d'un autre webinaire ou d'une autre réunion et aussi du et après. Donc aujourd'hui, je tiens à remercier Madame de Rennes de Citeo Pro qui va nous faire cette présentation. On va d'abord introduire l'ensemble du sujet avec Monsieur De Fontenay, le président de la commission développement durable et biodiversité. Et juste quelques éléments techniques pour votre information. Donc, ce webinaire est enregistré. Je vous demande de couper vos micros et qu'on prendra un temps de questions à la fin, en 10-15 minutes, le maximum de questions. N'hésitez pas en amont de poser vos questions dans la partie conversation qu'on enregistrera et on fera en sorte de répondre à un maximum de questions et on commence tout de suite avec Monsieur De Fontenay qui va introduire. Non, oui, bon, bonjour à tous et merci de vous être connectés. Très rapidement, comme tu l'as déjà dit, Karuc, hein, c'était vraiment un sujet pédagogique, hein, c'est vraiment pour informer et en aucun cas donner, puisque ça, quand on avait introduit ce sujet-là, ça avait créé un peu d'irritation et donc c'est vraiment quelque chose d'informatif, de pédagogique et en aucun cas donner des conseils, des consignes ou des orientations. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite, ça va être plus simple hein, sur ce sujet qui est vu comme une contrainte réglementaire supplémentaire, un peu comme une écotaxe, etc., mais qui va rentrer de mémoire au 1er juillet, hein, c'est ça, Karuc, au 1er juillet de cette année. Donc, c'est comme un peu comme la facturation électronique, il me semblait important que ce sujet-là, il y ait une information qui soit faite. Voilà, donc je vous laisse la parole et puis donc merci à l'intervenante pour sa disponibilité et à vous la parole. Merci beaucoup, merci pour cette introduction et je me permets du coup de me présenter. Donc, Domiti de Rennes, moi je suis responsable du développement commercial chez Citeo Pro. J'ai rejoint les équipes il y a 1 an, mais ça fait 9 ans que je suis au sein du groupe Citeo, où j'accompagnais déjà les entreprises dans ce décryptage réglementaire ou tout l'accompagnement 3R. Et avant, j'ai fait aussi 10 ans dans les déchets d'équipements électriques et électroniques dans un autre éco-organisme qui s'appelait Écosystème. Je vais tout de suite vous donner une petite information, parce que justement, vous me tendez la perche sur la mise en place opérationnelle du 1er juillet. Il se trouve que vendredi dernier, notre ministre de l'Environnement a annoncé un potentiel décalage du calendrier sur la mise en œuvre opérationnelle, à savoir que du coup, les entreprises n'auraient peut-être pas à financer à partir du 1er juillet, en tout cas, les montants de contribution, mais peut-être que ça sera décalé à fin d'année ou début d'année prochaine. Voilà, donc il y a des modalités. Il y a une réunion importante qui doit se tenir au ministère lundi prochain, justement, pour aller échanger sur ce nouveau calendrier, voilà, à laquelle aujourd'hui, nous n'avons pas plus d'informations. Donc, je vais surtout faire, effectivement, c'est plutôt de la pédagogie aujourd'hui pour essayer de vous initier à ce qu'on appelle l'emballage professionnel et pourquoi vous seriez concernés et qu'est-ce que ça va impliquer pour vous, en fait, entreprise. Donc, premièrement, rappeler un peu ce contexte hein, sur l'emballage professionnel. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà l'emballage ménager, qui était déjà une filière sur laquelle le groupe Citeo était très présent, parce que l'emballage ménager est assimilé au bac jaune. Et aujourd'hui, on gérait déjà plus de 100 000 clients et on était sur un gisement de 5,5 millions de tonnes. Là, l'emballage professionnel va être la dernière grande filière, une des dernières grandes filières REP qui va être mise en œuvre en France, mais surtout au niveau européen, parce que je le rappelle, ce n'est pas quelque chose de franco-français, c'est issu du règlement européen qui va du coup obliger les États membres à mettre en place des objectifs à les atteindre, que je vais détailler par la suite. Et pour y répondre, l'État français met en place des filières REP pour aider les entreprises à être en conformité.
Quand on regarde de plus près cette filière des emballages professionnels, on voit qu'on va être sur des gisements beaucoup plus importants. On va parler de 17 millions de tonnes, dont 10 millions sont déjà réemployables ou réemployés. Et au niveau du gisement de clients estimés, on est minimum à 300 000 clients estimés, ce qui est monstrueux. Et au niveau des charges que va présenter cette filière, on serait aux alentours de 650 millions d'euros. Une charge beaucoup moins importante parce que sur l'emballage professionnel, vous allez voir, c'est déjà des choses que beaucoup d'entreprises ont finalement déjà initiées, n'ont pas attendu l'État justement pour travailler sur leur recyclage ou sur leur réemploi. Donc, comme je vous le disais, finalement, aujourd'hui, les emballages professionnels vont être un nouvel enjeu pour les entreprises parce que, in fine, on va avoir un certain nombre de pressions qui vont venir transformer ce marché. Des pressions réglementaires avec l'arrivée de ce nouveau texte européen, des obligations à aller vers plus de traçabilité, faire plus de réemploi alors qu'aujourd'hui on est plutôt sur de l'usage unique. Et cela va nécessiter aux entreprises d'aller travailler sur plus de conformité, de pilotage de flux, de maîtrise des coûts ou encore répondre à les nouvelles exigences des clients. Bref, on ne sera plus sur un sujet simplement logistique, mais on sera du coup sur un enjeu de conformité, de performance et de transformation. Effectivement, quand on regarde de plus près ce que va nous imposer en fait la PPWR à l'ensemble des États membres, entre 2026 et 2040, on va avoir un certain nombre de nouvelles exigences à remplir, que ce soit en termes de recyclabilité ou en termes de réemploi. Et donc, c'est vrai que du coup, les entreprises ont besoin d'être accompagnées dans le cadre de ces caps à aller franchir dans les 20 prochaines années. Donc, avec des obligations qui vont se renforcer, et bien du coup, les entreprises qui seront en capacité d'aller anticiper auront un vrai avantage concurrentiel. Effectivement, quand on regarde de plus près les objectifs qui vont devoir être atteints, alors je ne les ai pas tous détaillés, mais aujourd'hui, on retient surtout ceux déjà sur le cap de 2030 qui vont principalement nous occuper, puisqu'en 2030, on va devoir aller déjà recycler principalement les plastiques, qui est le matériau le plus en retard aujourd'hui dans les objectifs de recyclage. On a aujourd'hui, selon les estimations de l'ADEME, un taux de recyclage des plastiques qui est à 26%, alors qu'on devra atteindre 55% en 2030. Sur le réemploi, on va nous imposer du coup d'avoir des emballages navettes qui vont être en France ou au niveau de l'Union européenne à 100%, voilà, à partir de 2030, ou encore des emballages de transport entre un fournisseur ou son client, où on devra être à 40% de taux de réemploi. Donc c'est quand même assez ambitieux. Et donc, comme je vous le disais, nous, en tout cas, on est agréé depuis le 5 juin dernier. Mais a priori, il va y avoir un décalage opérationnel de la filière. Donc, on ne sait pas encore très bien ce que ça veut dire. On aura plus de réponses en début de semaine prochaine. Je vais vous partager quelques éléments sur Citeo Pro, parce que certains d'entre vous connaissent peut-être Citeo, mais peut-être pas forcément Citeo Pro. Donc, pour rappeler, en fait, on est issu du groupe Citeo, le fameux bac jaune, qui est l'acteur historique sur les emballages ménagers. Cet acteur qui, pendant 30 ans, a aidé à la structuration des filières de recyclage. En 2004, a été créée la filière Citeo Pro pour répondre à la filière des emballages de la restauration, qui était le premier maillon, finalement la première brique de l'emballage professionnel. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Et bien du coup, nous avons été les seuls agréés sur ces emballages de la restauration et on a piloté pas moins de 1000 clients sur cette filière REP. Et en 2026, donc cette année, eh bien, très logiquement, on continue à aller étendre notre expertise finalement sur l'ensemble des emballages, à l'ensemble des emballages professionnels. Et là, comme je vous le disais, des enjeux assez monstrueux, que ce soit en termes de gisement ou de clients. Et donc, d'une certaine manière, chez Citeo, on se dit que pendant des années, finalement, on a bien fait d'aller se préparer à la mise en œuvre en fait, de cette nouvelle filière. Quand on regarde de plus près, et pour ceux que ça intéresse au niveau de l'emballage de la restauration, pour vous donner un ordre de grandeur, en tout cas, de notre réalité terrain, de ce qui a déjà été effectué, on a notamment réussi à financer, par le biais d'appels à projets, encore plus de réemploi, déjà 17 projets de réemploi.
dans la restauration. On a réussi à travailler sur des standards réemployables, notamment sur les seaux et les bidons, en définissant des cahiers des charges, ou encore réussi à soutenir de la collecte pour réemploi, notamment sur des bacs ou des fûts, avec des millions de rotations, voilà, qui ont réussi à être financées. Donc vraiment déjà une filière qui est bien lancée et qui, avec l'arrivée de l'emballage professionnel, va se fusionner à l'emballage professionnel. Et demain, on ne parlera plus d'emballage de la restauration, mais uniquement d'emballage professionnel. Citeo Pro, finalement, ça va être un partenaire dédié uniquement à l'emballage professionnel, du coup, et on va vous aider à aller piloter cette transformation de vos emballages avec, du coup, une gouvernance dédiée, des équipes avec des expertises clés dédiées à Citeo Pro, des partenariats qu'on aura construits, ou encore le fait qu'on arrive à fédérer l'ensemble des acteurs de la filière autour de notre écosystème. L'idée, c'est d'aller travailler pas tout seul. Donc, quand je parlais de partenariat, ça va être de travailler de concert avec ne serait-ce que les filières du coup de Citeo. Si vous êtes déjà côté Citeo ménager, eh bien, vous garderez votre principal interlocuteur ou Adelph. On a signé aussi des partenariats interrep avec Écomaison ou Écosystème. Et on est vraiment en coordination avec 6 grands éco-organismes européens, parce que comme je vous l'ai dit, on est sur une filière européenne et à ce titre-là, c'est très important de se coordonner et d'aligner nos positions, ne serait-ce sur la définition du metteur en marché ou du réemploi. Ça, je vais surtout passer à la partie la plus pédagogique, notamment sur qu'est-ce qu'un emballage professionnel et comment aujourd'hui on va définir qui porte la responsabilité de cet emballage. Et je m'excuse par avance parce que du coup, je n'ai pas encore les réponses à toutes ces questions. Certaines réponses seront apportées normalement au début de semaine prochaine par notre ministre. Parce que je rappelle que les éco-organismes, nous ne faisons pas la loi, nous ne faisons que l'appliquer. Et donc, c'est bien les pouvoirs publics qui devront nous indiquer certaines règles. Donc déjà, quand on va commencer à parler d'emballage professionnel, gardez en tête qu'on va changer aussi de typologie de vocabulaire. Avant, on parlait certainement d'emballage de secondaire, tertiaire ou primaire. Demain, on va parler d'emballage de vente, de transport et de regroupement. Donc, ce sont des nouvelles définitions. Vous allez aussi retrouver des règles avec des exclusions parce que du coup, aujourd'hui, on vient en toute fin d'un certain nombre de filières REF qui ont été mis en place et sur lesquelles, finalement, s'il y a déjà eu des filières qui gèrent à la fois le contenant et le contenu, on ne viendra pas changer ce qui a déjà été mis en place. Et pour cette raison, nous n'allons nous occuper que d'aujourd'hui des emballages qui ne seront pas déjà gérés dans une filière. Donc, par exemple, vous allez retrouver EcoDDS qui gère une partie des emballages déchets dangereux. Vous allez retrouver des emballages qui sont traités au sein de la filière PMCB ou encore de chez Cyclevia pour toute la partie huile et lubrifiant. Dernier point qui n'est pas des moindres, c'est du coup cette nouvelle définition entre emballage ménager et emballage professionnel. En effet, jusqu'à présent, on avait tendance à dire que l'emballage ménager, c'est ce qui terminait chez un ménage. Eh bien, ce n'est plus du tout le cas. Maintenant, on va retrouver du coup une définition liée à 5 typologies d'emballage et notamment sur l'emballage professionnel. Donc, quand on parle d'emballage professionnel, en fait, on va retrouver 5 grandes catégories d'emballage professionnel. Et tout ça est défini dans un arrêté périmètre qui a été publié en fin d'année dernière et sur lequel, finalement, les éco-organismes se basent pour aller adresser les futurs clients de cette filière. Premier point, les emballages spécifiques. Et là, on le voit à l'écran. Vous avez du coup un certain nombre d'emballages. Ils sont classés par type, litrage et parfois par matériaux. Et si vous avez du coup ce type d'emballage, du coup, vous ne posez pas la question. Et c'est forcément de l'emballage professionnel. Donc, cagettes de plus de 15 litres, caisses plastiques de plus de 15 litres, les bacs gastronormes, les caisses marées, les PLV ayant une fonction d'emballage, les fûts, jerrycans, seaux de plus de 29 litres, toute la partie grand récipient en vrac, big bag ou encore GRV, toutes les palettes, les éléments de palettisation ou encore les octobins ou octabins, les deux se disent, sur la partie emballage spécifique. Donc, si vous avez l'un de ces emballages, du coup, il n'y avait pas besoin de vous poser la question, c'est forcément du pro.
Viennent ensuite les catégories. Donc, on va retrouver dans la deuxième catégorie tous les emballages de transport. Donc, tous les emballages de transport seront considérés comme du professionnel, sauf ceux qui s'adressent au e-commerce au ménage. Donc, c'est tous les colis d'expédition type Amazon ou vente privée. Les emballages groupés, et là, tous les emballages groupés, dès lors qu'ils vont regrouper un certain nombre d'unités de produits finis, et bien là, ça sera considéré comme un emballage de regroupement et donc du professionnel. Les emballages de vente, là, les pouvoirs publics précisent que l'emballage de vente, dès lors qu'il est conçu pour un usage exclusif de professionnel, et bien dans ces cas-là, ça sera considéré comme de l'emballage professionnel. En cas de doute, ils mettent à disposition un tableau en fin de l'arrêté périmètre et sur lequel, en fait, on vient les catégoriser par catégorie de seuil, poids, quantité ou puissance. Voilà. Et donc, du coup, on peut définir si c'est de l'emballage ménager ou de l'emballage professionnel. Et enfin, les emballages en verre. Tous les emballages en verre seront du ménager, sauf ce qui est à destination des hôpitaux ou encore dans les domaines vétérinaires. Donc là, on est vraiment sur la définition en tant que telle de ce qu'on appelle un emballage professionnel. Je m'arrête pour savoir s'il y a des questions déjà, ne serait-ce. Là, je ne détermine pas encore la responsabilité, mais bien aujourd'hui, est-ce que j'ai des emballages professionnels ou non dans mon périmètre. Est-ce qu'aujourd'hui, cette liste, elle est définitive, comme vous avez indiqué qu'il y a du mouvement qui va se faire? Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être un support de base pour les entreprises, ou ça risque de bouger ou bien sur ce point? Alors aujourd'hui, en tout cas, le périmètre a été validé par décret et j'imagine qu'à terme, effectivement, il y aura peut-être des évolutions à venir, mais pour le moment, voilà, en tout cas, c'est publié tel quel. Donc, on va déjà se baser par rapport à ce qui existe. Il est possible qu'il y ait des évolutions, mais je ne sais pas à quelle date. D'accord. Donc, comme vous l'avez indiqué dans les spécificités, ça veut dire que les emballages aujourd'hui, que ce soit les dépôts de DDS sur les déchets dangereux ou PMCB, le même sujet se pose aussi pour les emballages agricoles. Oui, pour toute la partie agrofourniture, si aujourd'hui, en fait, l'association de l'agrofourniture, dont j'ai oublié le nom, pardon, j'ai oublié le nom, gère déjà le contenant. Adivalor, merci. Si Adivalor prend en charge en fait le contenant, vous n'avez pas à le déclarer deux fois. Effectivement, il ne sera déclaré que dans la filière Adivalor. D'accord. Est-ce que vous auriez des questions? Au tout début, là, il y avait un certain pourcentage de recyclage. Est-ce que le recyclage de ces produits était essentiellement destiné à refaire de l'emballage, ou il peut être destiné à autre chose à partir du moment où c'est recyclé? Non, en fait, on va considérer que c'est du recyclage, ce n'est pas de la boucle fermée. Ok, d'accord. Parce donc que ça peut ne être sert pas à refaire. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, tout ce qui va être apte au contact alimentaire, voilà, ça va être un peu plus compliqué. Et donc aujourd'hui, ça n'a pas vocation. In fine, c'est ce qu'on aimerait, voilà, que ce soit une boucle fermée, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc ça peut être réutilisé à d'autres effets, quoi. Ok. Je me permets d'avancer. Je vois qu'il y a une question en ligne. Oui. Est-ce que le dispositif est également prévu pour les Outre-mer? Oui, dans les Dromcom, effectivement, vous serez inclus dedans. Alors après, on en a discuté avec Carouk. On ne sait pas encore, on est en train de voir les modalités exclusives, en fait, comment ça sera mis en place de manière opérationnelle. Aujourd'hui, la filière vient tout juste de démarrer, donc il y a encore un certain nombre de points qui devront être précisés dans les mois à venir. Et profitant de ce petit temps, est-ce que aujourd'hui, par rapport à ces spécificités, là aujourd'hui, il y a, j'ai peut-être pas l'info, mais juste très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, Citeo Pro a déjà travaillé sur une réflexion ou on travaille non, sur c'est trop tôt. Malgré le retour d'expérience, d'accord, ok. Non, aujourd'hui, on n'en est même pas encore, on vient tout juste d'être agréé et on n'est pas encore sûr à 100% de la définition du producteur. Vous voyez, donc c'est encore des choses, c'est en train de se mettre en place. L'encre n'est quasiment pas sèche, si je puis dire.
C'est noté. Donc, maintenant, on va venir définir un peu ce qu'on va appeler celui qui est responsable, finalement, le donneur d'ordre. Donc, le donneur d'ordre, en fait, c'est celui qui va faire concevoir, et ça, c'est un des éléments clés que vous devez garder en tête, parce que c'est la première clé de lecture que vous devez avoir par rapport à ces emballages professionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis le donneur d'ordre, en fait, des emballages, et est-ce que c'est moi qui les fais concevoir? Est-ce que c'est moi qui en définis les spécifications, ou est-ce que c'est moi qui appose ma marque ou non? Donc aujourd'hui, on va retrouver 3 cas spécifiques. On va retrouver des emballages standards, dès lors qu'ils ne seront pas marqués, ou du coup, ce sera des emballages qui auront la caractéristique d'aller rentrer sur une palette. Et ben dans ces cas-là, en fait, ce sera plutôt l'industriel ou peut-être le fabricant qui va devoir le déclarer. Vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas encore certain à 100% sur les cartons. Ce dont je suis certaine, c'est que dès lors qu'un metteur en marché, c'est le cas 2 et 3, va indiquer sa marque commerciale donc sur le carton, sur son emballage, ou qui va demander quelque chose de spécifique par rapport aux emballages, il sera considéré comme le donneur d'ordre et à ce titre-là, eh ben, il portera du coup la responsabilité du producteur. Okay, donc, c'est vraiment cette notion-là qu'il faut avoir en tête. Donc, sur une palette, le principe, c'est que souvent, les palettes, elles sont brûlées à la marque, si elles sont en bois. Les palettes, elles vont être moulées à la marque et on va retrouver la marque. Sur les cartons, ça va être un imprimage. Sur les films, ça peut être des films à la marque. Voilà, donc c'est vraiment des choses. Si demain, vous demandez à faire un carton vert, un carton rose de petite taille, grande taille, vous êtes considéré du coup comme le donneur d'ordre et à ce titre-là, eh bien, du coup, vous êtes considéré comme le producteur, metteur en marché. Donc ça, c'est la première clé de lecture à avoir. Deuxième clé de lecture, et vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas encore bien défini toutes les modalités, puisqu'on attend la lecture des pouvoirs publics, qui doit se faire aussi en même temps au niveau européen. Aujourd'hui, on va venir différencier les emballages de transport, des emballages de regroupement et des emballages de vente. Aujourd'hui, on est sûr que les emballages de vente et de regroupement vont être à la charge des fabricants de produits emballés. Voilà, donc c'est eux qui vont porter la responsabilité a priori de ce type d'emballage, alors que sur l'emballage de transport, en fait, on va plutôt être sur le fabricant de l'emballage. D'accord? Aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles, voilà, on est encore en attente, et notamment sur la partie des cartons. Aujourd'hui, c'est très difficile d'aller distinguer un carton de transport, un carton de regroupement. Donc aujourd'hui, on est vraiment en attente d'une lecture, en tout cas de la part des pouvoirs publics. Pour rentrer un peu plus sur la partie opérationnelle, pour que vous compreniez bien un petit peu les différents cas aujourd'hui qui sont répertoriés au niveau de la PPWR, ce fameux règlement européen, on a tenté d'aller vous imager de manière beaucoup plus concrète comment ça se traduit, avec du coup des sites de production et potentiellement des entrepôts logistiques. Donc, aujourd'hui, on va considérer un site de production avec du coup des flux entrants et des flux sortants. Quand vous allez fabriquer, vous allez vous approvisionner du coup en matières premières et ces matières premières, en fait, elles peuvent venir de France ou de l'étranger, d'accord? Et donc là, si elles viennent de France, dans ces cas-là, c'est le fabricant français qui en sera responsable, ok? Donc là, vous n'êtes pas considéré comme le metteur en marché. Et si elles sont importées, comme vous êtes utilisateur final de la marchandise, que ce soit les matières premières, les emballages vides, les achats non marchands, donc tous les machines-outils de production ou encore les fournitures, ce n'est pas vous qui serez considéré comme le producteur, mais bien l'exportateur. D'accord? Donc aujourd'hui, il faut bien faire cette distinction entre est-ce que j'importe pour ma propre utilisation dans le cadre de mon process industriel. In fine, vous avez une fabrication de produits finis emballés, d'accord? Et ces emballages, finalement, vont être vendus, voilà, donc et vous allez faire une vente en France dans les DROMCOM, d'accord, de produits finis emballés. Parfois, tout ne sera pas fabriqué dans ce site de production et vous allez importer de la marchandise. Et en apportant cette marchandise, vous n'allez que la revendre, vous n'allez pas la consommer. Et donc, à ce titre-là, vous allez du coup avoir un rôle de distributeur, d'achat, revente. Et à ce titre-là, là, vous allez être considéré comme un importateur et donc le producteur de la marchandise. D'accord? Donc, c'est un point, c'est comme ça qu'il faut lire le schéma aujourd'hui. Et on va s'attarder vraiment sur la notion de ce qui est vendu en France,
voilà, ou du coup sur votre territoire en Guadeloupe. Et donc du coup, aujourd'hui, un des cas de figure, et c'est vraiment noté aujourd'hui dans la legal notice, qui est l'explication de texte en fait du règlement européen, on retrouve toute une explication sur les logisticiens. Pourquoi? Parce qu'en fait, au sein des entrepôts logistiques, c'est là que les emballages professionnels vont avoir un lieu de transformation. En fait, autant sur l'emballage ménager, en fait, on va venir consommer, acheter un emballage, vous allez le consommer et le mettre dans le bac jaune. C'est assez linéaire. Dans le cas de l'emballage professionnel, entre le moment où ça va être fabriqué et le moment où ça va arriver jusqu'à un consommateur final ou un utilisateur final, l'emballage de transport aura pu être changé entre 4 à 9 fois avant d'arriver à l'utilisateur final. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va venir adapter la quantité de la marchandise finalement aux besoins du client, aux besoins de la centrale d'achat ou aux besoins du grossiste. Et donc, à ce titre-là, en fait, les logisticiens ils vont avoir un rôle à jouer. Et aujourd'hui, on va définir 3 différents cas. Donc, dans les entrepôts logistiques, parfois, c'est le client qui va fournir en fait les emballages aux logisticiens. Donc, dans ces cas-là, la question ne se pose pas, c'est bien le client qui sera producteur. Si le client donne juste des spécifications et donc un cahier des charges au logisticien, dans ces cas-là, il sera considéré comme le donneur d'ordre et donc il sera considéré comme le producteur. Mais si le client ne dit absolument rien parce qu'il va considérer que le logisticien est bien, du coup, c'est son métier en fait de savoir comment ça doit être emballé et qu'il agit en toute autonomie sans instruction d'achat. Dans ces cas-là, c'est le logisticien qui portera du coup le statut du producteur. D'accord? Donc vraiment 3 cas à les définir. Et pour aller vous imager ça, en fait, on a travaillé sur du coup les plus grands cas, en fait, les 4 grands cas en fait de transformation qu'on peut retrouver. C'est ce qu'on appelle la rupture de charge logistique au sein des entrepôts. Donc parfois, il n'y aura peut-être pas du coup de transformation, on va appeler ça le cross-docking. Donc effectivement, c'est une redistribution directement assez rapide du stock. Donc là, il n'y a pas de transformation de l'emballage. Parfois, quand on voit c'est l'allotissement, on va venir recomposer des lots, donc on va venir déballer, remballer et refaire du coup un emballage de transport. Parfois, on va recomposer des unités, c'est ce qu'on appelle le co-packing. Et donc là, pareil, on va venir déballer, remballer, remettre un film, une palette et une étiquette. Et enfin, le picking, qui est encore une autre pratique, qui lui va plutôt être une méthode pour aller prélever des produits. Et donc là, on va venir prélever sur des étagères, voilà, ou sur des racks, finalement, des produits. Et de la même manière, on va venir déballer, remballer, du coup, film, palette et étiquette. Donc, des entrepôts logistiques vont avoir un rôle clé demain dans l'emballage professionnel parce que potentiellement, il va y avoir de la transformation d'emballage de transport. Donc là, je vous ai un peu répertorié l'ensemble des cas qui existent, voilà, et qu'on a commencé à bien identifier au sein de Citeo Pro. Et pour vous aider, en fait, on a mis à disposition sur notre site internet un guide qui s'appelle Cap Emballage Pro, parce que là, finalement, je vous ai présenté la théorie. L'idée maintenant est de passer un peu à la pratique pour aller recenser finalement ces emballages professionnels. Donc, vous allez pouvoir télécharger ce guide dans lequel vous allez retrouver une checklist, des conseils et un fichier Excel pour aller recenser en fait ces emballages professionnels pour commencer à avoir une première cartographie de ces emballages. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est à disposition sur notre site internet et ça vous permet d'avoir en fait du coup un outil facile à utiliser au sein de vos équipes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce guide, voilà, sur la partie du producteur? Donc, on est encore en attente de certains éclaircissements. Néanmoins, voilà, aujourd'hui, vous pouvez quand même, par la biais de la cartographie, déjà aller recenser, en tout cas, ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à de l'emballage professionnel. On a des questions? Non? Je me permets d'avancer. Alors, la particularité de l'emballage professionnel, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises ne vont pas être que contributrices de l'emballage. Elles vont être également bénéficiaires de la filière des emballages professionnels parce qu'à la fois, elles vont être aussi détenteurs de déchets et acteurs du réemploi. Détenteurs de déchets parce que du coup, vous allez avoir des sites de production, des centres logistiques ou encore de distribution. Et donc, à ce titre-là, vous allez avoir des déchets d'emballage qu'on va pouvoir venir soutenir financièrement ou encore acteurs du réemploi parce que ne serait-ce que d'avoir des palettes, et du coup, demain, vous allez déployer des solutions de réemploi.
Pour être très clair sur la partie du détenteur de l'emballage, comme vous le voyez à l'écran, ici, on a essayé d'imager finalement toute une chaîne de valeur. Et sur cette chaîne de valeur, comme vous le voyez, eh bien, on va du centre de production jusqu'à l'utilisation. Et à chaque étape, en fait, potentiellement, il peut y avoir du coup du déchet et chaque acteur peut être détenteur de déchets. Et aujourd'hui, ce qui est prévu dans le cahier des charges des éco-organismes, c'est que demain, en fait, dans le cas du recyclage, nous n'allons pas remplacer vos opérateurs privés. Si vous travaillez déjà avec des gros groupes, voilà, ou même avec des gens locaux, eh bien dans ces cas-là, nous ne viendrons pas les remplacer. Nous allons en fait les soutenir financièrement, notamment sur la partie des plastiques. Aujourd'hui, il y a un barème qui est établi sur les plastiques pour leur collecte et leur tri. Dès lors que vous allez trier par résine, que vous allez massifier, en fait, vous pourrez obtenir des soutiens de 300 à 1500 € tonne. C'est ce qui est prévu aujourd'hui dans le dispositif des pouvoirs publics. Donc, votre opérateur, il va venir se référencer auprès de Citeo Pro et demander les soutiens correspondant en fait au tonnage de plastique qu'il aura collecté chez vous. D'accord? Donc, vraiment un mécanisme qui est déjà établi dans le cahier des charges et sur lesquels les barèmes ont été fixés par les pouvoirs publics. D'accord? Donc là, ce sont ce qu'on appelle les barèmes de soutien. Et ces barèmes, c'est potentiellement du coup toute la partie bénéfice que vous pouvez avoir si vous travaillez bien les plastiques. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que ça, c'est la nouveauté du mécanisme là, qui est mis en place par les pouvoirs publics. N'hésitez pas, si vous avez des questions, levez la main ou posez votre question directement. Ce n'est pas grave, je continue, du coup, c'est que c'est clair. Je passe au réemploi, qui est l'autre enjeu. Et donc, comme vous voyez, sur le réemploi, c'est pareil, sur toute une chaîne de valeur, finalement, on peut retrouver du réemploi à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Donc, l'idée, ça va être aussi d'aller proposer, du coup, des moyens financiers et humains pour justement accélérer le réemploi entre l'ensemble des acteurs de cette chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, on va venir travailler déjà pour aller mieux connaître en fait les flux de réemploi qui existent et travailler sur du monitoring. On va aller verser du soutien pour tout ce qui va être opération de traçabilité parce que souvent en fait aujourd'hui, les entreprises, elles ont des systèmes de réemploi, mais elles ne tracent pas. Et donc du coup, on va devoir vous accompagner pour mieux tracer. On va travailler sur de la standardisation parce que c'est une obligation du cahier des charges. Dans les 18 mois, on va devoir proposer des emballages standards pour justement harmoniser et que ce soit beaucoup plus interopérable entre les acteurs d'un même secteur d'activité. Ou encore accompagner des appels à projets par le biais de financement. Ce financement qui peut avoir lieu sur des études, de l'expérimentation, de l'achat de contenants neufs ou encore tout simplement accélérer sur les solutions de réemploi. Voilà, donc vraiment, en tout cas, un dispositif assez vaste voilà, qui va vous permettre aussi d'être bénéficiaire de la REF à ce niveau-là. Sur cette partie, on est sur tous les sujets concernant les sujets d'éco-conception et de standardisation. Alors, standardisation, réemploi, ce n'est pas l'éco-conception. L'éco-conception, ça sera aussi des appels à projets, mais plutôt pour travailler sur la recyclabilité des emballages. Effectivement, ça sera un des leviers, parce qu'effectivement, on sera bien sur le 3R, réduction, réemploi et recyclage, qui inclut du coup l'éco-conception. Pour finir, notre accompagnement, il va se situer donc du coup sur 3 grands leviers. Un premier levier assez simple, ça va être d'aller garantir la conformité réglementaire de vos entreprises en faisant du décryptage, de l'accompagnement et du coup en vous permettant d'obtenir du coup cette numéro d'IDU qui, je vous rappelle, ce numéro d'identifiant unique qui vous permet d'être référencé sur le portail de l'ADEME. Le fait que demain, vous allez avoir des entreprises aussi qui vont vouloir accélérer sur la transformation de vos emballages. Donc, du coup, comment on fait? Donc, on va vous accompagner avec des appels à projets sur l'éco-conception, sur le réemploi. On va financer des projets 3R ou encore vous mettre à disposition tout un tas de ressources et de formations pédagogiques. Et enfin, pour celles qui veulent en faire une vraie stratégie emballage, l'idée, ça va être de co-construire finalement les emballages de demain avec du coup peut-être les filières de recyclage qui n'existent pas encore sur la partie professionnelle ou encore faire de l'investissement sur la partie R&D parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tous les emballages ont besoin encore d'être améliorés pour apporter plus de performance environnementale.
quel que soit le niveau que vous allez choisir dans votre accompagnement, vous allez tous contribuer à la performance collective de Citeo Pro. Maintenant, ça, je n'ai pas besoin parce que c'est vraiment sur la partie accompagnement. Mais du coup, moi, ce que je vous conseille de faire à date, c'est de nous suivre sur notre page LinkedIn pour suivre un peu l'actualité réglementaire. Aujourd'hui, c'est vraiment là qu'on va venir donner le plus de visibilité, en tout cas d'informations fraîches. Et notamment, on sait qu'au niveau réglementaire, ça va bouger dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn. Nous avons aussi une newsletter très complète avec des articles très complets qui sont rédigés par une journaliste, voilà, sur tout un tas de thématiques, voilà, autour de l'emballage professionnel. Donc, n'hésitez pas non plus à vous inscrire à notre newsletter. Voilà. Et si vous avez des questions, soit vous me contactez, soit vous pouvez nous contacter sur info@citeopro.com. Parfait. Merci, mais je voulais savoir, pas du tout spécialiste de la chose, mais concrètement pour les entreprises, ça va se décliner comment? C'est-à-dire qu'il y aura une écotaxe sur les emballages, il y aura quelque chose qui sera prélevé, qui sera prélevé à quel moment? Ça sera comme ce qu'on connaît aujourd'hui sur l'emballage ménager. Donc, il y aura des déclarations annuelles à les faire. Grâce à cette déclaration, on pourra évaluer le montant de la contribution. Et cette contribution, voilà, correspondra du coup au montant dû pour du coup le recyclage ou le réemploi du coup de l'ensemble de ces emballages du gisement en fait de l'entreprise. Et en contrepartie, les entreprises pourront bénéficier en fait de soutien. Voilà, donc ça sera une espèce de levier de compensation que les entreprises pourront avoir, notamment sur la partie des soutiens liés au recyclage et plus particulièrement des plastiques. Ok. Mais il y aura une taxe aussi à la conception de l'emballage ou à la... Non, c'est bien lorsque c'est mis en marché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une des notions. Le producteur, voilà, c'est celui qui est identifié au sein de la PPWR comme étant celui qui est responsable de la mise en marché des emballages professionnels. Okay. Et on a une idée des montants qui seraient en jeu ou pas, non? Il y a des chiffres qui ont circulé. Oui. Alors aujourd'hui, les montants, alors c'est vrai qu'on n'est pas rentré sur ce terrain-là parce qu'on voulait faire plus de la pédagogie, mais pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui sur les plastiques, on serait entre du 200 et du 240 € de contribution. Sur le papier carton, on serait entre 30 et 40 € et après, les autres matériaux, on est à peu près à moins de 30 € simplifié. Ce sont des éco-contributions qui sont beaucoup moins chères que l'emballage ménager parce qu'en fait, en réalité, on ne vient pas financer la même chose. Mais après, ce sera une déclaration qui sera faite volontairement par l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y aura un contrôle, il y aura... C'est dans le cas des éco-organismes, en fait. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, au niveau des déclarations, vous allez avoir des contrôles de cohérence, déjà. Vous aurez des contrôles réglementaires, qui est une obligation du cahier des charges, où là, en fait, vous avez un cabinet extérieur qui fait des contrôles tous les ans sur 80% de notre chiffre d'affaires. Donc, ça représente généralement entre 30 et 40 entreprises qui sont tirées au sort. Voilà. Et après, il y a un contrôle réglementaire. Et là, c'est les pouvoirs publics qui sont supposés le faire en allant regarder le registre de l'ADEME, voilà, parce que du coup, c'est ce fameux IDU, cet identifiant unique, qui permet d'attester comme quoi les entreprises sont bien en conformité par rapport à leur filière REP. Ok. Donc, bonjour madame, la priorité, c'est de s'enregistrer auprès de l'ADEME en tant qu'importateur. Alors non, puisque c'est nous qui allons le faire pour vous. La priorité, c'est d'aller estimer votre gisement d'emballage professionnel. Donc, ça, c'est l'éco-organisme qui le fait chez vous. Donc, là, on a le portail d'adhésion qui est déjà ouvert. Donc, vous pouvez adhérer, voilà. Et demain, on pourra vous donner à disposition le numéro d'IDU pour dire qu'effectivement, vous êtes en conformité. Parce que du coup, en adhérant en fait à l'éco-organisme, vous allez lui transférer votre responsabilité. Et donc, la douane peut bloquer, par exemple, je fais venir un container de Chine. Ils peuvent bloquer. C'est pas nous qui allons gérer ça. C'est la DGCCRF, ce n'est pas moi qui gère ça. Nous, on ne peut pas être jugé parti. Nous, on ne fait qu'appliquer la loi, mais nous ne mettons pas les sanctions.
Non, non, mais par rapport à la nouvelle loi qui sera mise en place, est-ce que Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas la DGCCRF. Je ne peux pas vous dire comment les contrôles seront faits. D'accord. Et donc, l'usine qui fabrique en Chine, donc eux n'interviennent pas du tout dans la déclaration des déchets, etc. C'est à nous à faire la déclaration. Bah, ça dépend, c'est ce que je vous expliquais. Ça dépend en fait est-ce que vous êtes l'utilisateur final finalement des produits que vous importez ou est-ce que vous êtes le simple importateur et vous allez revendre sur votre territoire? En tant que distributeur. Et bah, du coup, c'est vous qui portez la responsabilité, c'est pas la Chine. D'accord. Et lorsque c'est une usine européenne, c'est la même chose ou bien c'est déjà dans… Exactement les mêmes règles. Le schéma que je vous ai présenté, c'est en fait les règles qui sont établies dans la PPWR, dans le règlement européen. D'accord. Et donc, moi, je m'étais renseigné. Effectivement, j'étais tombé sur votre association. C'est quoi, une entreprise, Citeo? Oui, on est une SAS à but non lucratif. Nous sommes des éco-organismes agréés par les pouvoirs publics. Et j'avais également contacté Écologique. C'est un concurrent? Alors, écologiques, ils sont sur les équipements électriques et électroniques. Donc, nous, on est sur les emballages. Et écologique, il est sur les produits. Donc, si on a donc on est obligé d'adhérer aux deux, alors. Oui, si vous avez des équipements électriques et des emballages, oui, tout à fait. Okay. Vous avez évoqué le sujet du soutien financier. Est-ce qu'aujourd'hui, il est prévu des majorations pour l'outre-mer? Je ne peux pas vous dire, je vous ai dit, j'en sais rien. Ce n'est pas moi qui vais décider. Et aujourd'hui, ce sont des sujets qui seront traités au niveau de l'OCA. Donc, aucune idée. Je ne peux pas vous répondre. Donc, profitant de ce point que vous venez de situer, l'OCA, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus d'informations là-dessus pour voir après comment sera un peu géré le contexte guadeloupéen? Oui, alors en fait, l'OCA, parce que du coup, nous allons être plusieurs à être agréés sur cette filière des emballages professionnels. Et à ce titre-là, en fait, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle un organisme coordonnateur parce que pour la bonne coordination de la filière, nous devons coopérer entre nous. Et donc, notamment le cas des Dramcom, on doit se mettre d'accord finalement sur la répartition et l'équilibrage qui sera fait finalement sur la prise en charge de ces Dramcom. Voilà, pour que du coup, il y ait une certaine forme d'équité finalement entre les éco-organismes aussi. Et c'est cet organisme OCA Pro qui choisira, qui mettra en place les règles spécifiques de coordination et d'équilibrage. Donc, juste pour compléter, donc 3 éco-organismes ont été retenus aujourd'hui au niveau de la REP emballage pro. Aujourd'hui, s'il devait y avoir un plan de Romcom sur la REP emballage pro, elle se ferait au niveau de l'OCA ou au niveau de Citeo Pro? Non, l'OCA, au niveau filière. Oui. Et c'est un point qui va être en cours de discussion là, début juillet. D'accord. Donc, pour le moment, comme on l'indiquait en début de réunion, donc, il y a 3 éco-organismes, en l'occurrence Citeo Pro, l'ECO et Twice. Nous, l'objectif, une fois de plus, de MEDEF, on était vraiment sur la pré-information, comme a pu le dire Madame de Rennes aujourd'hui, il y a encore des points d'interrogation, il y a des sujets qui sont encore à valider. Cette première approche, elle était vraiment pour donner les grands principes et pouvoir vous positionner, vous situer et bien entendu avec l'outil, le kit qui a été présenté, pourrait déjà commencer à faire cette fameuse cartographie, parce que c'est le point de départ. Aujourd'hui, sur l'aspect opérationnel, je sais que, comme vous l'indiquez, ça va être un peu complexe, mais pour cet OCA, on serait sur une mise en place possible juillet, septembre, fin d'année, puisqu'il y a déjà eu des discussions, je suppose. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. En fait, je ne suis pas au sein de l'instance qui va gérer du coup toute la partie des Dropcom, donc je ne peux pas vous dire. D'accord. Je ne peux pas parler à la place de mes collègues. J'entends. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous allez nous fournir les coordonnées là, pour éventuellement une inscription, etc. Oui, si vous voulez, on va vous fournir la présentation et vous avez tous les coordonnées à la fin de la présentation.
Vous êtes là, Ok. actuellement, vous êtes où, en Guadeloupe ou bien en métropole? Non, non, on est à Paris. Ah, Oui. parce que je vois que vous avez chaud. Vous avez chaud. Oui, je vous confirme, il fait très chaud à Paris. Effectivement, il fait pas loin de 35 degrés, ce qui est inhabituel. Mais on pourrait se croire en Guadeloupe, ce n'est pas le cas. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, merci pour les informations, parce que c'est vrai que bah, c'est important de connaître les démarches, la procédure. Donc, la commission, là, au travers notamment de Caruc qui suit ce sujet pour la commission, vous tiendra au courant dès qu'on aura en effet des dates de mise en application. Et sachant que moi j'avais en tête en effet que c'était au 1er juillet, et puis a priori, comme c'est décalé, donc dès qu'on aura un peu plus de précision, on en verra. Très bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour la présentation. Merci de m'avoir accueilli. Voilà, s'il y a des éléments, en effet, les éléments de présentation qu'on pourrait envoyer au présent et puis aux adhérents. Et puis, surtout, si parmi les personnes en visio, là, si vous aviez des questions, etc., n'hésitez pas à revenir vers la commission ou Caruc et on y répondra. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Et les documents. Bonne journée. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de